règlement quelque part, puis on va recommencer. Ça, c'est pas admissible. Le monde acceptera pas ça. Mais M. Belland, vous qui étiez dans le milieu, justement, bancaire, de la finance, etc., il y avait des balises. Il y avait des balises qui avaient été mises par nos prédécesseurs. La Grande Dépression, M. Belland, dans les années 30, Frank Delano Roosevelt, il avait mis des balises en 34. Non seulement des balises, il avait plafonné les salaires de tout le monde. C'est pas rien, ça. Évidemment, ce qui l'a sauvé, jusqu'à un certain point, c'est la guerre. Effectivement. Hein? Lui, il est arrivé en 31-32. Ouais. Pendant les 8 ans avant que la guerre se déclare, il y avait des mesures, le New Deal, le fameux New Deal de Roosevelt. Mais c'était des directives très strictes. Très sévère. Il se faisait taxer aussi de socialiste dans son propre pays. Tout à fait. Les banquiers. Morgan, là. Mais comme Obama se fait traiter aujourd'hui. Même chose. L'histoire se répète-tu, M. Belland, ou à Bégay? Oui, mais malheureusement, à Bégay, puis finalement, c'est pour ça qu'on se comprend plus. Puis il faut la connaître, parce que comme disait Milan Kundera, pour comprendre le présent, la lutte de l'humanité, c'est la lutte de la mémoire contre l'oubli. C'est ce qu'il mentionnait. Ouais. Donc, il faut garder mémoire ce qui s'est passé. Mais vous savez, dans mon petit livre, c'est ça que je raconte. Ouais. C'est parce qu'il y a une incohérence fondamentale aussi dans notre société. Vous savez, si vous regardez l'histoire, vous l'avez vous l'avez faite à partir de 70, je vais vous la faire à partir de l'Antiquité. Allez-y. On a du temps? On a du temps en masse. Non, mais je veux dire, tu sais, dans le monde, il y a deux grands courants. J'appelle ça le courant primaire, on dit qu'on est des animaux raisonnables, mais on est souvent animal. Hein? Le courant primaire, c'est le goût qu'on a d'avoir de la richesse. D'accumuler. La richesse, ça donne du pouvoir. Hein? On domine un peu. Et ça, tout le monde cherche ça un peu. Mais, et pendant tout le temps de l'Antiquité, ça, c'est des milliers d'années, pendant tout le temps de l'Antiquité, puis même dans les premières années après ça du christianisme, il a fallu attendre jusqu'au 18e siècle, parce qu'avant ça, c'est le courant primaire qui a joué. La féodalité, là, il y avait des gens qui avaient le pouvoir, puis ils dominaient, puis les autres, viens faire mon jardin, puis je vais te donner à manger. Des serfs, S-E-R-F. C'est ça. Ils étaient vraiment des esclaves, quasiment. Alors, il a fallu attendre au 18e siècle pour que finalement il y ait des révolutions, une en Amérique, une en France, pour instaurer la valeur d'égalité, ou une recherche d'égalité. Malheur, c'est qu'on l'a fait juste sur le plan politique, en pensant que le plan politique était capable de tout contrôler. Pour l'économie, on a gardé le capitalisme. Il existait déjà, et on a gardé le capitalisme. Ça, ce qui veut dire que dans une partie de vos activités, vous respectez, dans la mesure du possible, la règle d'égalité. Une personne, un vote. Chaque personne a le droit de voter pour les affaires de l'État. Plus ou moins aujourd'hui, mais le principe, il est là. Mais quand vous arrivez dans le domaine économique, c'est une pièce, un vote. C'est le capital qui mène. Alors, il y a déjà là, une dichotomie, là, ça marche pas. C'est ça. Là, on est-tu des démocrates ou on est-tu des capitalistes? C'est pour ça que le coopératisme ça a été créé. C'est pour ça que le syndicalisme est sorti un jour en disant hey, nous autres, dans le monde des affaires, les ouvriers, on va se faire des syndicats, puis on va voter selon la règle une personne un vote. Hein, on va se donner des règles du jeu à nous. Puis ça va nous permettre de négocier avec le patron. Puis, dans le monde des affaires, il y a des gens qui disaient, nous autres, on veut vivre ça, la démocratie, dans le monde économique. Ça a été la création de tout le monde coopératif. Voilà. Et, pour mettre les choses en commun. Faut mettre, c'est parce qu'on respecte l'autre. Moi, j'ai été élu président d'un mouvement des jardins. Si on s'était fié sur mon capital pour être élu, j'aurais jamais été élu. J'ai jamais été président d'une banque, j'ai pas assez d'argent pour ça, puis j'en aurais jamais assez. Mais celui qui est très riche, puis qui vote pour lui, vous savez, moi, j'ai été avocat, puis c'est ça qui m'avait fait avocat de formation. Puis j'ai pratiqué pas longtemps. Mais quand j'étais dans ma cléricature, mon patron, il m'envoyait dans des assemblées de faillite. Et vous aviez là 50 personnes. Et mais dans la loi de faillite, c'est que c'est les créances qui votent. S'il vous doit 10 000 piastres, vous avez plus de votes que celui... Le débiteur, lui... Oui, c'est ça. Il est à la merci des grosses créances. Alors moi, ce qui me choquait, c'est des fois, on avait des assemblées, il y avait peut-être 100 personnes, puis tu sentais que 90 des gens sur 100, là, auraient été d'accord pour y laisser une chance. En disant, OK, donne-nous à moitié, puis on règle ça, puis on a bonne chance, puis on repart. Mais il y avait toujours un capitaliste en quelque part qui se levait, mais qui, lui, avait plus de votes que les 90 personnes ensemble, puis qui disait, non, clac, on le met en faillite, puis que le diable l'emporte, puis moi, je ramasse tout.
Mais comme il y avait plus de... il ramassait tous les actifs, ou la grande majorité des actifs. Et je me disais, c'est injuste, ce monde-là. Tu sais, dans ce temps-là, un jeune avocat, je me disais, moi, je passerais pas ma vie à défendre ce genre de... Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le mouvement coopératif, où je trouvais qu'au moins, c'était une personne à vote. Mais ça... Quand je me souviendrai toujours, je venais d'être élu, puis j'avais été visiter une école primaire parce que les gens voulaient que j'explique c'était quoi la coopération. Puis il y avait un petit bonhomme, il avait peut-être 7-8 ans, il dit, vous, là, monsieur, là, il dit, comment on fait pour devenir président du mouvement des jardins? J'ai dit, tout le monde peut devenir président. Il suffit de se présenter. Puis, faut être membre, premièrement. Alors, là, il me répond, il dit, là, je comprends pourquoi vous êtes président, vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui. N'importe qui, c'est ça qui répond. Ça rend les gens plus heureux. C'est sûr. Mais votre sens social, c'est beaucoup aiguisé de par les combats que vous avez menés tout ça. Là. Moi, je dirais, là, je veux pas devenir sentimental, mais je le dis souvent. Moi, j'ai vécu dans une famille. Mon père était un bonhomme extrêmement occupé. Ouais. Un commerçant qui allait bien. Il a fondé la Caisse populaire dans le coin. Il s'occupait de 56 affaires. Maman était une femme fragile de santé. Tellement que on la laissait pas seule à la maison. Il fallait la garder. On était 6 enfants. Alors, il fallait toujours que quelqu'un garde maman. Okay. On entretienne la maison, on lave la vaisselle, on fasse nos lits. Ça crée de la solidarité. Mais j'ai compris bien jeune que si tu veux, on était heureux, là. Retenez bien ça, je me plains pas. Au contraire, j'ai des bons souvenirs de ça. Oui. Mais je réalisais que pour être heureux, il faut que tu fasses en sorte que ta petite collectivité à toi, elle marche. Alors, si, dans une famille, puis je trouve que la société devrait copier ça, dans une famille, si un de tes frères, tes sœurs est mal pris, mon Dieu, on dira pas, là, si je te donne 100 piastres, faut que je le donne à tout le monde. À l'autre qui est riche, tu diras pas ça. Tu dis, je vais t'aider. On va essayer de faire que ça marche. Alors, j'ai compris ça, très jeune, que de dire... Jacques Attali vient d'écrire un livre sur la crise, puis sa dernière... Un petit livre là de 150 pages. Ouais. Et dans la dernière, ils disent, finalement, je réalise que pour que l'humanité survive, il faut qu'elle se rende compte qu'elle doit se préoccuper des autres. Ça, c'est une belle leçon, là, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents, plus fins que les autres, puis qui ont droit à un plus gros morceau du gâteau. Et Dieu sait que c'est pas ce qu'on a observé les 30 dernières années. C'est pire. On a vu, on va aller à la pause musicale, mon cher Lever, on a vu pendant ces 30 dernières années-là des gens des institutions financières se comporter comme des vedettes rockstars avec des salaires mirobolants. Oui, puis non seulement ça, c'est que moi je trouve que l'emploi aujourd'hui, le travail, c'est devenu comme une marchandise. Voilà. Vous engagez 500 personnes parce que là, vous voulez produire au maximum. Quand vous avez fini, tu dis, salut, j'ai plus besoin de toi. Comment voulez-vous que quelqu'un, un adulte, fasse sa vie, puis fasse des projets, quand tu sais même pas si dans... La mode, c'est les emplois temporaires aujourd'hui. Alors, quand vous avez un emploi temporaire, vous n'êtes pas capable de dire, j'achète une maison parce que maintenant j'ai un emploi. Et souvent aussi, on a des, selon l'impôt, on appelle ça des cumulants. Ils cumulent plusieurs emplois. Tout à fait. Oui, il faut. Parce que mais il faut, il essaye. Mais ça donne pas de la sécurité, ça. Ça carbure à l'insécurité énormément, effectivement. Puis peu importe la conjoncture, ça peut basculer assez rapidement. Tout à fait. Alors, mon cher Oliver, on va aller écouter quoi? Oui, on va aller entendre le nouvel album de Pierre Lapointe, Sentiment humain, la pièce Au bar des suicidés. Le jeune homme qui était à Tout le monde en parle l'autre soir, c'est lui, ça, le monsieur Lapointe. Alors, on va écouter ça, merci. Et vous êtes de retour en quelques instants à Zone de Résistance, ISM 89,3 FM, c'est la radio Université de Montréal, à tout de suite. À Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron micro, et cette tourne, mon cher Oliver, s'intitulait? Ça s'appelait Au bar des suicidés de l'album Sentiment humain de Pierre Lapointe. Et aujourd'hui, je voudrais être sentimental parce que je vais rentrer tard chez moi, mais c'est la fête de ma mère aujourd'hui. Donc, hey, on souhaite bonne fête, maman. Je l'ai souhaité maman Vinette. Oui, bonne fête. Exact. Elle est toujours en forme? Oui, toujours en forme, oui. Exactement. Alerte? Alerte aussi. L'œil vigilant? Aussi. On va lui souhaiter longue vie à cette dame. Et on apprécie énormément que vous ayez mis au monde ce fils prolifique et magique et virtuose des claviers. On l'apprécie énormément. Alors, mon cher Lever, on fait un premier tirage? Oui. On va faire tirer un livre. Ça va faire sonner des cloches à du bien du monde. David Icke, Le plus grand secret, un livre qui va transformer le monde apparemment. Alors David Icke, on fait tirer le tome 1, on fera tirer le tome 2 tantôt, ça c'est le tome 1. On fait ça à quel appel? Toujours au 514-343-2476, je vais prendre le troisième appel. Le troisième appel, c'est parti mon kiki. Ici Denis Coderre appelle, dis qu'il rappelle une autre fois. Pas de problème. Bon, alors j'ai vérifié, cher auditeur, pour vous, je suis toujours en studio avec monsieur Claude Bélan, qui vient justement de sortir un livre, c'est tout chaud, Plaidoyer pour une économie solidaire.